Merci. Bonjour à tous et à toutes. Donc, mon travail portera sur l'analyse socio-économique de la présence de multinationales du secteur d'éthique en Afrique de l'Ouest. Et il portera sur différents points que vous pouvez constater. D'abord sur le poids économique d'éthique dans le monde, pour ancrer un peu le travail. Ensuite, les stratégies de conquête de marché, notamment en télécommunications en Afrique. Un regard critique sur cette présence de multinationales, les enjeux pour les États ouest africains concernés. Et je finirai par des analyses liées plus spécifiquement au secteur de l'informatique, notamment les ordinateurs et les logiciels. Alors, il faut dire que c'est qu'on qualifie d'industrie de la culture et de la communication qui brasse assez large, culture et communication, culture prenant en compte tout ce qui est filière musicale, livres et autres, et communication prenant en compte tout ce qui est contenu, notamment le secteur des télécommunications et des équipements, et représente, selon certains auteurs, dont Boukillon, un poids économique important dans le monde actuellement. Mais mon travail portera plus spécifiquement sur les industries de la communication, notamment le secteur des télécoms et des équipements. Alors, selon l'OMC, en 2011, le marché mondial des télécommunications, du secteur d'éthique en général, mais des télécommunications, représentait plus de 1500 milliards de dollars US. Et dans ce chiffre, rien que les communications mobiles représentaient à peu près 40% de ce montant. Et il faut dire que ce poids économique important accompagne un certain nombre de discours ou motive un certain nombre de discours d'accompagnement de cette éthique qui les présentent comme des vecteurs, des moteurs de l'économie mondiale actuellement et susceptibles, bien sûr, d'impulser le développement de certains pays, notamment africains. Et à ce propos, il faut dire que ce développement d'éthique est parti essentiellement de politique publique. Et un des premiers auteurs ou un des premiers politiques qui s'est intéressé à cette question est Al Gore, pendant les élections présidentielles américaines de 92, qui est venu avec sa notion d'autoroute de l'information, et notion qu'il a par la suite, entre guillemets, exportée hors de ses frontières, notamment à l'UIT pendant une conférence en 1994. Et à l'issue de cet aspect politique initiateur, si je peux le dire, pour le volet moderne actuel de ces politiques, l'Europe a emboîté bien sûr le pas. Et à ce propos, Boukillon fait savoir, par exemple, que les acteurs publics français tiennent un discours très voisin de celui des acteurs privés, c'est-à-dire un discours fondamentalement conquérant sur le plan économique. Et ce qui fait que l'État français a fortement contribué à alimenter les discours sur ce qui est qualifié aujourd'hui de société de l'information. Alors, donc, tous ces discours ont eu ou ont d'ailleurs pour ambition de favoriser la conquête de marché. Évidemment, ces différentes multinationales ont d'abord se sont intéressées à leur marché local et à l'issue de la saturation de ces différents marchés, on reviendra dessus, il y a eu un soutien à la fois d'institutions internationales, mais aussi bien sûr des États d'origine de ces multinationales pour conquérir des marchés, notamment en Afrique. Et cet intérêt pour le marché africain ne date pas des années 2000 ou 90, mais remonte déjà aux années 60, comme le dit Yvonne Millon-Lefebvre. Mais à l'époque, cela était aussi sous couverture onusienne, notamment à travers des politiques d'éducation, à travers des moyens comme la télévision ou la radio, mais ça n'a pas donné des intérêts assez rentables, de sorte qu'il y a eu un désintéressement. Et cet intérêt est revenu de nos jours tout simplement parce que il y a eu le développement de l'informatique, le développement des télécommunications et surtout la saturation des marchés dans ces différents pays. Et comme on peut le constater dans des pays comme l'Espagne ou l'Italie, par exemple, pour certains auteurs comme Musso, le taux, par exemple, d'équipement en matière de téléphonie mobile dépasse les 100%. Évidemment, dans un monde économique capitaliste, il faut trouver d'autres marchés. Et bien, on s'est tourné vers là où il était possible d'en avoir, notamment en Afrique. Et à ce sujet, Soupizé nous fait savoir que pour la conquête de marchés dans des pays en développement, il y a eu différents types d'acteurs qui sont intervenus, notamment des acteurs spécialisés dans des marchés spécifiques, des acteurs à dimension internationale, comme vous pouvez le constater, et successivement des filiales de ces acteurs. On verra notamment sur un cas français, il y a une filiale de Vivendi, un opérateur français, Maroc Télécom, qui
au fur et à mesure que les années passent, conquiert d'autres marchés en Afrique. On reviendra dessus. Donc, plus spécifiquement sur ces groupes français, je disais tantôt que Maroc Télécom est une filiale de Vivendi, opérateur français qui intervient de manière large sur différents aspects, dont Universal Music, dans les jeux vidéo, enfin, vraiment un mastodonte du secteur des industries de la communication et de la culture. Et justement, cette filiale française a acquis par la suite d'autres marchés en Afrique, notamment en Mauritanie, au Gabon, au Burkina et au Mali récemment. Et d'autres opérateurs français opèrent aussi en Afrique, c'est notamment le cas d'Orange, qui opère dans plusieurs pays. Je n'ai cité que quelques exemples, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Mali, enfin des exemples ouest-africains, mais ils sont bien sûr au-delà de l'Afrique de l'Ouest. Et c'est un marché fort juteux pour ces opérateurs, et ne serait-ce que pour le cas spécifique d'Orange en question, pour l'année 2009, cet opérateur a réalisé 3,4 milliards d'euros de chiffre d'affaires en Afrique. C'est assez important. Bien sûr, il opère dans d'autres domaines, notamment en France, mais ça montre un peu le poids économique de ce secteur. Donc, tous ces enjeux économiques importants et bien sûr en matière financière suscitent beaucoup de critiques que j'ai pu constater notamment en 2008 pendant les enquêtes que j'ai menées dans différents pays, au Mali, au Sénégal et au Burkina Faso. Et il ressort notamment que ces États ouest-africains en général, mais africains en général, n'ont pas suffisamment donné une assise aux entreprises nationales avant de libéraliser le secteur. Cela a bien sûr favorisé une exportation de capitaux de par la présence de ces différentes multinationales. Et évidemment, pour beaucoup de personnes qui sont exprimées, autant des citoyens lambda que des acteurs associatifs, ce comportement de l'État, au-delà de l'imposition, entre guillemets, d'institutions internationales, et il y a un auteur qui était là et qui n'est pas là actuellement, qui en a parlé, Oumar Khan, qui montre aussi qu'au-delà de cet aspect d'imposition des institutions internationales, OMC, FMI et autres, il y a aussi les intérêts que ces États voient, dans la mesure où les États parfois privilégient les entrées financières immédiates pour le cas de certains pays dont l'économie est relativement faible. Et l'entrée immédiate d'argent est très souvent mise en avant par ces États. Bien sûr, ils ne le disent pas comme ça, mais c'est comme ça qu'on les interprète. Et à ce propos, des auteurs comme Soupizé font savoir que cet afflux de capitaux liés aux privatisations ou à la vente des licences, certes, procure beaucoup d'argent, mais il risque de ne pas être reproductible à tout moment puisqu'on ne peut pas vendre tout le temps des licences, même si à un moment donné, ces licences arrivent à expiration et qu'il faut renouveler. Et cela, bien sûr, à condition qu'il y ait un marché solvable qui accompagne cette demande.